Bonjour, bienvenue à L'Art en bouteille, la chaîne érudite distrayante consacrée à l'histoire de l'art, garantie sans catéchisme, sans langue de bois et sans goût de bouchon. Alors aujourd'hui, le sexe caché dans l'art. Je précise tout de suite, et je m'en excuse auprès des amateurs s'ils s'en trouvent parmi vous, que vous ne verrez presque rien, en tout cas rien de bien indécent, rien d'obscène. Et malgré tout, on ne va parler que de la chose. Alors comment ça se fait? Je vous explique. À la fin de La mort aux trousses, à la toute fin du film, Alfred Hitchcock a introduit un plan qui est resté célèbre dans l'histoire du cinéma comme le plus fameux pied de nez à la censure. En effet, poursuivis par des tueurs sur le mont Rushmore, Cary Grant et Eva Marie Saint se trouvent dans une situation périlleuse où l'héroïne est à deux doigts de tomber dans le vide, mais Cary Grant la sauve in extremis et la hisse jusqu'à lui. Et là, la scène s'enchaîne tout aussitôt avec une autre, où les deux personnages se retrouvent exactement dans la même posture, mais dans une situation bien plus agréable, puisqu'il s'agit cette fois pour monsieur d'aider madame à grimper dans la couchette supérieure d'un wagon-lit. On comprend que le couple s'est tiré d'affaire et part maintenant pour un voyage en amoureux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le plan qui vient juste après ça, le plan final, avant le générique, et où l'on voit le train dans lequel se trouvent les deux personnages rentrer dans un tunnel, ce qui constitue, et Hitchcock n'en a jamais fait mystère, ce qui constitue un calembour érotique, sexuel même, disons-le, très explicite, mais indétectable par les radars de la censure. Or, voilà très exactement le sujet de cette conférence. Comment, dans l'art occidental, les peintres ont-ils contourné la censure? Comment ont-ils réussi à aborder la question de la sexualité sans en avoir l'air? Quels stratagèmes ont-ils utilisé pour dire les choses sans les dire, tout en les disant quand même? Bref, comment faisait-on rentrer les trains dans les tunnels à l'époque où les trains n'existaient pas? Voilà notre sujet. Alors d'abord, qu'on ne se méprenne pas, Heu, le nu n'a jamais vraiment posé de problème dans l'art, d'ailleurs bien au contraire, la peinture occidentale, de même que la statuaire, regorge de nus, personnages mythologiques bien sûr, mais aussi personnages bibliques, au premier chef Adam et Ève, et quelquefois personnages profanes. Mais il est une habitude, une règle plutôt, assez communément respectée depuis le Moyen Âge, qui consiste à camoufler les organes sexuels, soit par la main, soit par une feuille de vigne, soit par un élément du décor, soit par la chevelure, soit comme ici par un feuillage placé au bon endroit. Alors, est-ce qu'il s'agit de censure? Oui et non, comme Sylvie Aubenas et Philippe Comard l'ont bien montré dans leur ouvrage Cache-sexe, un ouvrage d'ailleurs qui m'a été bien utile pour la préparation de cette conférence. Eh bien, cacher, c'est parfois un excellent moyen de montrer, puisqu'on respecte les convenances, mais on peut les détourner dans le même temps. On gagne sur les deux tableaux, en fait, le plaisir du spectateur en est redoublé. On va comprendre comment. Je vais donc diviser cette conférence en trois parties, donc en trois petites vidéos. On va d'abord regarder du côté des hommes, comment évoquer leur génitalité sans montrer les organes prévus à cet usage. Du côté des femmes, on va se poser la même question. Et ensuite, on va passer du côté des couples en se demandant comment les peintres traitaient les thèmes de l'attirance, du désir, de l'accouplement, sans s'exposer à la censure. Et vous verrez que bien sûr, c'était en faisant rentrer les trains à leur façon, en faisant rentrer les trains dans les tunnels. On va voir comment. Voilà, c'est parti. Alors commençons donc par les hommes avec ce célèbre tableau de Jacques-Louis David, L'intervention des Sabines. Alors c'est un immense tableau qu'on peut voir au Louvre et qui représente un épisode d'une antique légende. Les Romains, en effet, qui étaient en pénurie de femmes, disons cela comme ça, avaient enlevé les femmes de leurs voisins, les Sabins. Et bien évidemment, ceux-ci avaient tenté de les récupérer et avaient livré la guerre aux Romains. C'est donc, vous le voyez, une histoire, comment dire, très phallocratique, où les femmes sont comme des biens meubles dont les hommes se disputent la propriété. Mais
les femmes, c'est bien connu, sont du côté de la paix et de la réconciliation et vont avoir un rôle majeur ici. Elles vont s'interposer entre les combattants. Et vous voyez au centre Ercili qui tend les bras entre à droite son mari Romulus qui est le roi de Rome et à gauche son père Tatius, le roi des Sabins. C'est ce personnage de Tatius qui nous intéresse particulièrement ici. Et notamment le fourreau de son épée. Voilà. Puisque vous voyez que le fourreau, certes, cache sa verge, mais en même temps, il la révèle, ou plutôt il la magnifie. C'est-à-dire que cette verge devient en fait un phallus. Un phallus, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation symbolique du sexe masculin, hein, du sexe fort, hein, de sa vigueur, de son ardeur guerrière, de son héroïsme. Et c'est vrai qu'avec la femme implorante à ses pieds, Tatius est le surmâle par excellence, hyper testostéroné. Bon, disons-le, si l'on voyait ses parties génitales, Tatius, il aurait l'air aussi ridicule qu'un chanteur d'opérette qui a perdu sa culotte. Hein. Mais là, avec cet objet phallique entre les jambes, c'est le mâle dominant dans toute sa gloire. D'où ce paradoxe, notez bien, d'où ce paradoxe, on dévoile plus en cachant qu'en montrant. Alors, dans le même ordre d'idées, le Danois Eckersberg réalisera quelques années après David ce curieux tableau aux connotations pédérastiques assez évidentes. Alors pourquoi pédérastique? Eh bien nous sommes à Sparte, qui est une cité antique qui prônait les valeurs militaires de force et de discipline. Vous savez, la fameuse éducation spartiate. À Sparte, les enfants sont retirés très jeunes de leur famille pour être embrigadés dans l'armée. Et les relations sexuelles entre soldats adultes et jeunes, parfois très jeunes recrues, sont encouragées car elles sont considérées comme formatrices et épanouissantes. Si bien que les faibles, c'est-à-dire le jeune garçon prépubère, notamment celui qu'on voit à droite dans ce tableau, est l'objet d'attirance érotique et de convoitise. Hein. Et cet aspect a bien été mis en évidence ici par le peintre, qui s'est arrangé, comme l'a fait David dans le tableau d'à côté, pour mettre en valeur un certain endroit de l'anatomie de l'adolescent. Le procédé est évidemment très efficace. On camoufle, c'est donc cet endroit par un objet à la forme très évocatrice. Alors là, c'était un fourreau d'épée. Ici, c'est le pommeau d'un arc. Et le spectateur est pris au piège. C'est-à-dire qu'il ne voit rien, puisqu'on ne lui montre rien, mais en fait, il ne voit que ça. Hein. Notez que la même astuce avait été utilisée par Durer 3 siècles plus tôt dans cette gravure qui représente Diane et Apollon, enfin Apollon et Diane. Et c'est vrai que ce drapé, je m'approche d'ailleurs, ce drapé très suggestif est tout à fait fascinant. D'ailleurs, hein, elle a l'air de laisser Diane quelque peu rêveuse, hein, tandis que Apollon bande ses muscles pour armer son arc. Et donc là, vous voyez encore, même procédé, même résultat, exaltation de la virilité de manière métaphorique, c'est-à-dire de manière détournée. Durer fait comme s'il cachait, mais en fait, il montre. Enfin, mieux que ça, il désigne. C'est-à-dire qu'il manipule non pas peut-être pas l'esprit, mais en tout cas l'œil du spectateur pour fixer son attention sur cet endroit intime. C'est très malin, c'est un petit peu pervers, mais c'est très malin. D'ailleurs, Durer est coutumier de ce type de trompe-l'œil. En voici un autre exemple. Alors là, on est, semble-t-il, dans une sorte d'établissement de bain. Ces endroits avaient une réputation sulfureuse autrefois et faisaient souvent office de maison de passe. Hein. D'ailleurs, ici, apparemment, c'est plutôt un lieu de rendez-vous des hommes qui aiment les hommes, comme on dirait aujourd'hui. Donc, c'est vrai que l'atmosphère homo-érotique est très marquée, pour ne pas dire un peu caricaturale. Vous voyez ces postures déhanchées, hein. On pourrait presque dire efféminées, ces œillades en coin, cette flûte à la bouche, etc. Au point qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une gravure satirique, mais bon, peu importe, ce n'est pas notre sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un détail que vous avez très certainement déjà remarqué. En fait, c'est ce robinet-là, très habilement placé au bon endroit, et dont la forme évoque très bien ce qui constitue donc apparemment le centre d'intérêt des clients de l'établissement, et qui, heureux hasard, constitue également le sujet de notre conférence. Alors, pour masquer ou pour dévoiler, comme on veut, les deux en fait, hein, pour masquer et dévoiler les attributs masculins
je l'ai dit, divers objets peuvent être utilisés pour peu qu'ils soient de forme plus ou moins phallique. Alors dans ce tableau de Gossaert, Neptune, le dieu des mers, arbore un cache-sexe, bon certes très approprié puisque c'est un objet marin, mais tout de même assez étonnant, c'est un gros coquillage. Alors c'est vrai que, à moins d'être très amateur de Bigorneau, on a quand même du mal à apprécier le concept, hein, qui nous paraît un petit peu risible quand même, hein. Mais il faut quand même se placer dans le contexte, hein. Au XVIe siècle, c'est la mode des braguettes. Alors les braguettes, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui sur nos pantalons. Les braguettes, ce sont des pièces de vêtements en forme de poche, plus ou moins proéminentes, qui servaient aux hommes à préserver leur intimité, mais aussi à exhiber, enfin aussi et surtout à exhiber leur virilité. Alors c'est vrai qu'il s'agissait, en tout cas dans la haute société, de mettre en exergue son rang de mâle dominant, ses qualités viriles et guerrières, et donc de parader en public avec ses attributs bien visibles. Donc la braguette, c'est vraiment l'expression parodique, hein, pourrait-on dire, de la phallocratie triomphante. Alors donc d'aucuns diront que c'était le bon temps, je ne me prononcerai pas pour ma part si vous le voulez bien. En tout cas, ce que je sais, moi, c'est qu'il me paraît difficile, même pour ces surhommes-là, à la braguette proéminente, de rivaliser avec ce héros mythologique qui incarne si bien la puissance virile. Je veux parler d'Hercule, dans ce dessin de Giuseppe Cesari au Louvre. Hercule, dont la massue avec lequel il tue son adversaire, revêt tout de même une connotation phallique évidente, hein, située entre les cuisses du héros, tenue comme on tient ce à quoi vous pensez tous, hein. Cette arme associe l'idée d'autorité, l'idée de domination, de prestige à la puissance génitale. Voilà. Alors avant d'en venir au tour des femmes, il me faut dire quelques mots sur la sexualité du Christ dans l'art. Ouais. Alors c'est un sujet délicat, non seulement parce qu'il touche aux croyances, et Dieu sait comme cela est devenu, comment dire, sensible en ce moment, hein, mais parce que ce sujet a des implications théologiques assez complexes qui débordent largement le cadre de cette conférence. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, je les renvoie à l'ouvrage central de Léo Sternberg, La sexualité du Christ dans l'art de la Renaissance et son refoulement moderne. Voilà, là, vous saurez tout sur le sujet. Alors, pour dire les choses schématiquement, on aurait deux écoles. La première école, médiévale plutôt, prend un soin particulier à faire de la figure du Christ un être complètement asexué. Du moins, on ne perçoit chez lui pas la moindre présence de partie génitale sous le pagne. Alors, simple bienséance, dira-t-on. Oui, peut-être parfois, mais pas seulement, hein, parce que réfléchissons, si l'on avait vraiment voulu occulter la chose, on n'aurait pas fait, comme ici et comme dans bien d'autres cas, hein, on n'aurait pas fait un pagne transparent. Si l'on a rendu le pagne transparent, c'est qu'on voulait qu'il nous soit possible de voir à travers et de constater qu'en effet le Christ est dépourvu de génitoire. Et pourquoi est-il dépourvu de génitoire? C'est parce que le Christ, de nature divine, transcende les déterminations sexuelles auxquelles nous, simples mortels, sommes soumis. D'accord? La deuxième école, plutôt renaissante, tient en fait un discours théologique opposé, sur les mêmes prémices. Pour sauver l'humanité, nous dit-on, Dieu s'est fait homme. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Donc le sexe du Christ est, au même titre que sa mort, la preuve de son humanité. On croit donc nécessaire, non pas de montrer ce sexe, hein, puisque la nudité intégrale est tabou, que ce soit le Christ ou n'importe qui d'autre, mais non pas donc de le montrer, mais de le signaler. Et pour cela, on emploie les stratagèmes traditionnels, à savoir que le pagne du Christ n'est pas donc transparent, puisque ce serait indécent, mais il offre des protubérances, parfois volontairement exagérées, parfois même érectives, disons-le. Alors on dit ityphalique en histoire de l'art, pour nous laisser deviner les formes sous-jacentes et nous persuader, selon le dogme, je précise bien, hein, selon le dogme, que le Christ, s'il est vrai Dieu, est aussi vrai homme. Voilà, je clôt cette parenthèse en même temps que je termine cette première partie. Examinons maintenant le cas des femmes qui, à certains égards, on va le constater,
est bien plus intéressant encore que celui des hommes.